Cet animé a beaucoup marché au Japon et il est très sympa pour apprendre le japonais. On va donc analyser ensemble une partie du premier épisode. 綺麗だろ Donc ici, on a entre parenthèses le nom du grand-père, Kaoru, qui nous dit Kire. Kire, ça veut dire beau. Et puis on a le daro, qui est prolongé ici, vous voyez, avec un symbole comme ceci. C'est vrai qu'en bon japonais, on l'allongerait plutôt avec un trait comme ça, ou directement en U, comme ceci, pour allonger les sons en haut. Mais cette petite vague se voit très souvent, en fait, pour reproduire un son un petit peu à l'oral, où on laisse un petit peu traîner le son. Je vous le refais écouter. 綺麗だろ Vous voyez qu'il insiste de manière un petit peu hors norme, hein, plutôt que de dire Dalo, voilà, il dit Dalo. Et ça, on peut le montrer comme ceci avec cette petite vague. Et donc, Dalo, techniquement, c'est le volitif de da, ça permet notamment de dire n'est-ce pas. C'est l'équivalent de desho pour ceux qui connaissent, et du coup, kire Dalo, c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, n'es-tu pas d'accord? このひなさんじいちゃんたちが作ったんだぞ Kono, ça veut dire ce ou cette. Ici, il va parler des objets qui sont ici. Ohina-san, ici la lecture du kanji nous est marquée entre parenthèses parce que c'est un kanji qui est peut-être un petit peu dur. En l'occurrence, c'est le hina qui est traduit ici par directement poupée hina, qui sont des poupées traditionnelles au Japon, voilà, qui ressemblent à ceci. On a un o honorifique avant, et puis on a un san de politesse derrière. On voit c'est hina qui va renvoyer du coup aux poupées directement que le petit garçon est en train de regarder. Et puis il dit ji-chan. Ji-chan, c'est le ji de Oji-san, peut-être que certains connaissent Oji-san, qui veut dire le grand-père. Puis derrière, on a le chan qui est en suffixe plutôt mignon, plutôt familier. Et du coup, Ji-chan, c'est une manière plutôt familière et plutôt affective de dire grand-père. Alors pourquoi est-ce qu'il dit grand-père ici? En japonais, c'est très fréquent de s'appeler par son statut. Donc par exemple, si vous parlez comme ici à votre petit-fils, bah, il va s'appeler grand-père. Ça, en français, on le fait plus ou moins. Imaginons un père qui engueule son enfant, on pourrait dire « Ah, papa, il est pas content ». C'est un peu cette idée, en japonais, c'est extrêmement fait, de manière beaucoup plus large qu'en français. Donc ici, Ji-chan, en fait, c'est moi. Hein. Donc on va dire, quand même, le traduire par grand-père, mais bien sûr que grand-père, ça renvoie à lui, puis il dit tachi. Tachi, c'est un suffixe de pluralisation. Donc grand-père au pluriel, ça veut dire quoi? Que c'est le groupe de grands-pères. Donc très certainement que c'est pas grand-père tout seul qui a, alors on va voir derrière, on a le ga, c'est la particule de sujet. Donc le sujet, c'est pas le grand-père tout seul, c'est on pourrait le traduire nous par nous ici. Vous voyez, c'est au pluriel, c'est je au pluriel, grand-père au pluriel, donc nous directement. Et puis on a tsukuta, qui est le verbe tsukuru au passé, donc avoir fabriqué. Avoir fabriqué. Et puis derrière, on a nda, qui sert à rajouter une nuance explicative à la phrase. Littéralement, on pourrait le traduire par c'est que en français, même si ça fait un peu lourd. Voilà. C'est que c'est nous qui l'avons fabriqué. En français naturel, souvent on l'omet tout simplement, hein, ce nda, pour dire directement c'est nous qui l'avons fabriqué. Et vous voyez qu'il rajoute une explication, qu'il ajoute une information au contexte. Et puis le zo, c'est une particule de fin de phrase très forte, plutôt familière. Ici, ça colle bien avec un grand-père, voilà, qui parle à son petit-fils. C'est Ohina-san, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est grand-père, moi et mes acolytes qui l'avons fabriqué. すんげえだろ Suge daro. Suge, ça vient de sugoi, qui veut dire incroyable. Un phénomène qui se passe très souvent à l'oral en japonais, c'est que les sons en oi comme ceci deviennent e. Ainsi, on passe de sugoi à suge. Et ici, assez marrant, c'est écrit, vous voyez, le début en katakana, suge, et c'est allongé avec un hiragana. C'est quelque chose qui se voit de temps en temps, il n'y a pas vraiment de règles dessus. C'est quand même pas l'écriture la plus fréquente, hein, généralement. On a tendance à utiliser un seul alphabet, et c'est vrai que parfois, au sein d'un même mot, on va utiliser plusieurs alphabets comme ceci, hiragana et katakana, parfois on va les mélanger. Et puis, daro, encore une fois, n'est-ce pas? C'est incroyable, n'est-ce pas? すごい Et là, il confirme, ça veut dire oui, sugoi, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. すごい綺麗 Il dit sugoi qu'il est, c'est incroyablement beau. Alors c'est vrai que sugoi, c'est un mot un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'à la base, ça veut dire incroyable. Maintenant, à l'heure actuelle, il peut également s'utiliser directement comme adverbe pour dire que quelque chose est très... Par exemple, si on a qu'il est, donc être beau, hein, sugoi qu'il est, ouais, c'est très beau, c'est très beau. En japonais un peu plus propre, ça serait sugoku qu'il est. Voilà, sugoi, on peut l'utiliser tel quel avant les verbes, ça marche également très bien. Wow, c'est magnifique, c'est terriblement beau. 世界で一番綺麗 Sekai, c'est le monde, et le de, ça indique la limite. Donc Sekai de, ça va être dans le monde. Puis on a Ichiban. Ichiban, ça veut dire numéro 1. On l'utilise également par extension pour dire le plus, du coup. Et on a qu'il est, être beau. Qui est beau, numéro 1, donc on pourrait dire qui est le plus beau. Dans le monde, le plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. 若菜も練習すりゃじいちゃんみてえになれら Wakana, c'est le nom du petit garçon. Mo, ça veut dire aussi. Donc Wakana aussi,
Puis on a lenchu selia qui va être ici un verbe. Alors lenchu, littéralement, à l'origine, c'est un nom qui veut dire un entraînement. On peut l'utiliser en tant que verbe sele. C'est-à-dire que si on colle sele directement après, on passe de entraînement à s'entraîner. Et ici, on a notre verbe sele. Alors il y a une forme un petit peu particulière. On a selia, qui est la contraction à l'oral de seleba, qui est le conditionnel. Donc si tu, ici avec le lenchu, si tu t'entraînes. Wakana aussi, si tu t'entraînes. Et d'ailleurs, il le fait un petit peu traîner. C'est pour ça qu'on a un A qui allonge. Hein, les deux existent. Voilà. Toi aussi, si tu t'entraînes. 若菜も練習すりゃじいちゃん Vous voyez, Solia, il le laisse un peu traîner. Et puis, je vous rejoue la fin. じいちゃんみてえになれら Ji-chan, donc grand-père, moi. Puis on a Miteni, qui va être du coup ici l'équivalent oral de mitai-ni. Tout à l'heure, on avait vu que les sons en oi devenaient souvent e, les sons en ai également. Vous voyez que ai, ça va devenir e. Et du coup, mitai, ça va devenir mite. Et mitai-ni, ça veut dire de manière similaire à. Ici, comme grand-père, comme moi. Et puis, on a le verbe nalelu, qui veut dire devenir. Alors, je vais vous le souligner ici, il n'est pas facile à comprendre si vous n'avez pas fait beaucoup d'immersion. Alors ici, pourquoi on n'a pas nalelu directement? C'est qu'en fait, c'est nalelu avec la particule de fin de phrase wa. Nalelu wa. Sauf que nalelu wa, vous voyez, c'est un grand-père qui parle, il n'articule pas très bien. Du coup, on passe de nalelu wa, nalela. Anena, ça vient de là à l'origine. Ceux qui ont l'habitude d'entendre pas mal de japonais, c'est vrai que généralement on le devine instinctivement. Là où ça perturbe, c'est très souvent du coup quand on analyse les sous-titres, on a l'impression que c'est un mot un petit peu inconnu. Ici, comme on le devine, hein, c'est qu'on a en fait mitai ni narelu qui est très souvent utilisé. Au passage, c'est vrai que narelu c'est pouvoir devenir. J'ai pris un petit peu le raccourci de vous dire que c'était devenir. Littéralement, c'est le verbe nalu, devenir au potentiel. Donc on passe de nalu à narelu. Et ensuite on met le wa, voilà, narelu wa. Une particule de fin de phrase orale qui rajoute un petit peu de force. Et on passe voilà, de nalelua à nalela. Donc tu pourras devenir. Toi aussi, si tu t'entraînes, tu pourras devenir comme grand-père. Kimochi warui, vous pouvez l'apprendre comme une expression qui veut dire c'est dégoûtant. Ah, tu me dégoûtes. Ah, c'est dégoûtant. Quoi? わっちゃん男の子のくせに女の子の人形好きなのよ Nande, ça veut dire pourquoi. Wachan, ici, ça va être le surnom affectif hein, du garçon. Son prénom, tout à l'heure, on avait vu que c'était Wakana. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent fait en japonais hein, pour trouver les surnoms. Prenez juste le premier son, puis vous collez un suffixe affectif. Donc, on passe de Wakana à Wachan. Pourquoi Wachan Otokonoko? Otokonoko, ça veut dire un garçon, un petit garçon. Littéralement un enfant homme, donc c'est-à-dire un garçon. Puis on a no kuseni, que vous pouvez apprendre par cœur, alors notamment le kuseni, qui veut dire malgré que. C'est une conjonction, c'est-à-dire que ça va relier deux phrases ensemble. Concrètement, on a a kuseni b, qui exprime le mépris, la colère ou le désaccord du locuteur, de la personne qui parle, face à l'action ou au comportement, voire à l'état de quelqu'un. Ici, on avait bel et bien a alors que tu es un garçon, malgré que tu es un garçon. Historiquement, le kuse, en fait, c'est un nom, c'est pour ça qu'on a un no ici. Techniquement, vous pouvez mettre verbe kuseni ou alors nom plus no kuseni, étant donné que kuse, à l'origine, c'est un nom qui veut dire la particularité. Bon, en pratique, vous pouvez directement la prendre hein, comme une expression qui veut dire alors que et qui sert un petit peu à montrer du mépris ou du désaccord envers quelqu'un. Donc pourquoi Wachan alors que tu es un garçon? Onanoko, les filles, no possessions, oningyo. Ningyo, c'est une poupée. Et puis le o, ça permet de l'utiliser de manière un petit peu plus polie. C'est ce qu'on appelle du bikago. Littéralement, ça veut dire le langage embelli. Et il permet de rendre son expression plus élégante, plus douce ou plus raffinée. Ainsi, vous verrez ce o très souvent utilisé avec tout un tas de noms. Parfois, ils sont renseignés dans les dictionnaires, parfois non. Vous voyez que ici, oningyo, il ne le trouve pas. Voilà, dans mon dictionnaire, on ne le trouve pas. C'est juste une version un peu plus polie, un peu plus raffinée de parler de la poupée. Le sens est le même. Onanoko no oningyo, des poupées de filles. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit des poupées de filles? C'est parce que c'est vrai que les poupées Hina sont destinées à la base aux filles. Pour ceux qui sont un peu plus curieux, vous pouvez chercher Hina Matsuri. Voilà, on l'a ici. C'est un jour qui est consacré normalement aux petites filles. C'est pour ça que ce sont des poupées normalement pour filles. Puis on a le ski qui veut dire être appréciable. Nous, généralement, on le traduit directement par aimer. En bon japonais, certains auront peut-être remarqué que normalement, on aurait dû mettre un ga ici, sujet. Pourquoi les poupées sont aimables? Nous, on pourrait le traduire par pourquoi est-ce que tu
aime les poupées. Et puis, on a Nano-yo avec un point d'interrogation, puisqu'elle pose une question. On l'a ici. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est l'équivalent de Nano-deska, ceux qui connaissent éventuellement cette forme. Donc, pourquoi est-ce que... Vous voyez, c'est très proche du est-ce que en français. Pourquoi est-ce que tu aimes les poupées pour filles? Et puis le yo, ça rajoute de la force. Donc on peut utiliser parfois le yo, en fait, comme ceci, avec une question. C'est souvent utilisé un petit peu pour critiquer. On rajoute de la force. Mais pourquoi est-ce que tu aimes les poupées pour filles alors que tu n'es qu'un vulgaire garçon? Alors, un vulgaire garçon, elle dit pas vulgaire littéralement, mais on a Xeni, voilà, hein, qui ont du mépris. Pourquoi, alors que tu es un garçon, est-ce que tu aimes les poupées pour filles? Avec une petite nuance de mépris en plus par le Xeni ici. Analyser des animés comme ceci pour apprendre le japonais, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut être dur, notamment si on n'a pas encore des bases solides. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le bootcamp. Un cours qui a pour but de vous enseigner le plus rapidement possible des fondations qui vous permettent de basculer en immersion. Plutôt que de voir toutes les notions comme elles arrivent ici en immersion, on va les voir une après l'autre dans un sens qui est logique. Ça permet de progresser petit à petit pour tous les jours savoir exactement quoi faire afin d'avancer dans votre apprentissage du japonais et à terme pouvoir vous immerger de manière plus efficace. Je suis convaincu d'une chose, c'est que pour apprendre une langue, l'immersion est le moyen. Petite difficulté de l'immersion, c'est que tant qu'on n'a pas un petit bagage technique, c'est assez compliqué à exécuter. C'est justement ce bagage technique qui vous est enseigné à travers le bootcamp. Vous avez deux versions. Ceux qui ont besoin d'être accompagnés de manière plus poussée, vous avez une version premium sur un espace de formation dédié avec un parcours quotidien balisé, les réponses à vos questions, un parcours d'immersion à suivre en parallèle fourni, mais vraiment très très bien pour ceux qui sont en manque de cadre. Et pour ceux qui sont un peu plus indépendants, vous avez également une version qui est 100% gratuite. Ça c'est incroyable, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez y accéder par le lien qui est dans la description. Vous trouverez les leçons organisées ici, sachant que le cours est disponible avec le support écrit et les vidéos sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre la version gratuite, elle est vraiment très bien aussi. Ça dépend de votre personnalité. Si vous avez un profil plutôt autonome, foncez sur celle-ci. Si vous savez que vous avez besoin d'avoir un accompagnement un peu plus poussé, je vous invite à considérer la version premium. Toutes les informations sont dans le premier lien dans la description. C'est le Bootcamp N5. Pour apprendre le japonais. On va reprendre notre animé, je vais sauter quelques scènes pour arriver au point où on a l'héroïne également qui apparaît. Alors ici, bon, juste en cri, hein, wa, le cho, c'est très certainement qu'elle s'apprêtait à dire chotto, genre un petit peu, ça s'utilise souvent quand on est surpris, en mode ah, mince, hop, un petit peu. Voilà, il l'utilise beaucoup. Bon, ici, c'est coupé. Ensuite, on voit qu'elle vole. Bon, il y a un grand bruit. Ita, ça vient de itai, qui veut dire être douloureux, littéralement. Donc ici, c'est un cri comme on pourrait dire aïe. Voilà, c'est la même idée. Ça fait mal. Gomen, pardon. Maline, c'est le nom de l'héroïne. Et puis, sa pote qui dit Atcha. Est-ce qu'on va le trouver dans le dictionnaire? Ça, c'est Zwa, c'est. Ouais, on l'a ici. Voilà. Oups. Atcha. Oups. Heiki, ça veut dire littéralement être calme. Et du coup, on l'utilise souvent en question pour dire est-ce que ça va? Est-ce que c'est calme? Est-ce que tout va bien? Voilà, est-ce que ça va? Heiki, puis gomen. Avec toujours cette petite vague pour insister un petit peu sur un son plus long que d'habitude. Plutôt que de dire juste gomen, elle dit gomen. Voilà, elle le laisse traîner. Daijoubu, ça va. Tsutsu, voilà, elle a mal. Ichiyo, heiki. Ichiyo, littéralement, ça veut dire plus ou moins, provisoirement. Et utilisé ici avec le heiki, elle fait ouais, ça va plus ou moins. Ouais, non, tranquille. Ça permet un petit peu de le tempérer. Il s'est quand même passé un truc, mais elle dit ouais, bon, on peut dire que ça va. Ce serait l'équivalent. On peut dire que ça va. Gomenne, pardon. To. Ici, c'est qu'elle cherche un petit peu ses mots. Ça va être ici l'équivalent de eto. Voilà, elle réfléchit juste. Hein, ça serait en e, tout simplement. Puis elle dit gojo-kun. Bon, voilà. Kun, suffixe très souvent utilisé pour les camarades de classe masculins. Et on a ici gojo, qui est très certainement du coup le nom de famille, hein, étant donné que dans les scènes un peu plus jeunes, on avait wakana. Et c'est vrai que au Japon, quand on connaît pas encore très bien les personnes, on les appelle généralement plutôt par leur nom de famille. On dit ah pardon, gojo. Kitagawa-san. C'est vrai que de l'autre côté, les garçons vont plutôt s'adresser aux filles avec san. À moins d'être très intime. Voilà. Ah, Kitagawa. Oui, ici, juste y réfléchit. Est-ce que ça va? Oui. Donc là, elle est un peu surprise, puis elle dit sole. Sole, ça veut dire ceci pour quelque chose qui est proche de la personne à qui on parle. Donc ici, très certainement qu'elle remarque quelque chose près de Gojo.
Voilà, elle lui frappe le bras. なんかついてるよ。 Nanka tsuiteru yo. Nanka, ça veut dire quelque chose. Nani ka, à l'oral nanka. Nanka. Puis on a tsuite iru yo. Tsuite iru devient tsuite ru. Ça, c'est une contraction extrêmement faite à l'oral. On va supprimer en fait le i de iru. C'est la forme ici présent continu de tsuku, qui veut dire être attaché, être collé. Donc elle dit, ah, il y a quelque chose qui est collé. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en français, ici, on pourrait dire directement, ah, mais t'as quelque chose. Tu as quelque chose sur le bras. Mais littéralement, voilà, en japonais, ils disent, tu as quelque chose d'accroché, tu as quelque chose de collé. Puis le yo, ici, qui rajoute de la force. Ici, avec une intonation montante, c'est vrai qu'on peut marquer les intonations comme ceci en japonais. C'est pas vraiment une question, hein. Elle lui dit pas, ici, qu'est-ce que tu as d'accroché. Elle lui dit bien, tu as quelque chose d'accroché. Mais elle le dit avec une intonation montante. Et du coup, ça, on le marque très souvent avec un point d'interrogation dans les sous-titres. Bon, même si c'est pas une question directe, c'est effectivement en mode, ouais, regarde, t'as un truc accroché là, non? Vous voyez, ça sera un peu cette idée en français. なんかついてるよ。なんだろう、怪我じゃないっぽいけど。 Nandaro. Nandaro, ça veut dire qu'est-ce que c'est. En fait, c'est le nani, utilisé avec da, être. Donc c'est quoi? Plutôt que de juste avoir un da, on a un daro. Alors daro, tout à l'heure, on l'avait plutôt vu pour dire n'est-ce pas. Il faut savoir que son autre gros usage, c'est de dire je me demande. Donc nandaro, c'est je me demande ce que c'est. Je me demande ce que c'est, coller ceci. Je me demande ce que c'est ceci. Ensuite, elle dit keiga. Keiga, c'est une blessure. Donc elle dit une blessure, puis elle enchaîne avec janai, ce n'est pas. Une blessure, ce n'est pas. Puis on a poi. Poi, ça veut dire on dirait que, de manière plutôt orale. Voilà, on dirait que. Une blessure, ce n'est pas on dirait que. Donc on pourrait dire une blessure, ah non, on dirait que ce n'est pas ça. Et puis le kedo, ça veut dire mais. Qu'est-ce que c'est que ceci? Une blessure? Ah non, ça n'a pas l'air d'être ça, mais. これは平気なやつなんで。 Donc là, il bégaye un petit peu. Korewa, à propos de ceci, Ano, il réfléchit juste. Heikina yatsu nande. Heiki, quelque chose qui est calme, qui est tranquille. On l'avait vu tout à l'heure, en fait, c'est un adjectif en na. Donc on peut l'utiliser avec le na. Ici, ça va modifier yatsu. Yatsu, ça veut dire un truc. Donc heikina yatsu, il dit c'est un truc tranquille. Donc on pourrait dire c'est pas un truc important. C'est un truc avec lequel je suis à l'aise. Nande. Nande, c'est la contraction de nanode. Ça veut dire parce que. Le no est très souvent contracté en n à l'oral. On passe ainsi de nanode à nande. Parce que c'est un truc avec lequel je suis tranquille. Et vous voyez que derrière, il ne dit rien. Et c'est très souvent utilisé en fait en japonais d'introduire en parce que pour dire non mais t'inquiète en fait. Il dit ah mais non parce que ça c'est un truc avec lequel je suis tranquille. Puis sous-entendu derrière c'est pas très important. Ne t'inquiète pas, ne fais pas de soucis. Mais vous verrez très souvent, voilà, des phrases en japonais se terminer par un nande, dakara, etc. Des mots qui normalement attendent une suite, mais sans jamais qu'on la dise, puisque ça permet tout simplement de se justifier. これは平気なやつなんで。何が？ Naniga, littéralement, nani, ça veut dire quoi, puis ga, c'est la particule de sujet, il pose une question. Il fait qu'est-ce que c'est? En fait, il se rend compte que ce qu'il dit, c'est pas très clair. Il dit à propos de ceci, non, c'est un truc tranquille. Puis naniga, voilà, mais de quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, il se rend compte qu'en fait, ici, la situation est un peu compliquée pour lui. Il essaye de s'en sortir, il fait, ouais, ce que je raconte, ça a aucun sens. 何が？ Ah, so, c'est l'équivalent de so, so desu ka? Ah, est-ce que c'est comme ça? Ah, est-ce que c'est le cas? Pour le traduire par ah bon? ならいいけど。 Nara. Nara, ça veut dire si c'est le cas. Si c'est le cas, i, ça veut dire c'est bien, et kedo, mais. Bon, ben, si c'est le cas, c'est bien, mais. On peut le traduire par ah, eh bien tant mieux alors. Tout à l'heure, on avait vu que les Japonais, très souvent, laissaient suspendre un petit peu leurs phrases. Par exemple, on l'avait vu avec le nde tout à l'heure. Avec le kedo, c'est beaucoup fait. Littéralement, il dit bon, à ce compte-là, c'est bien, mais. Ce qui est un peu bizarre en français, mais à ce compte-là, c'est bien, mais. On pourrait l'imaginer dans une moindre mesure. Ah bah c'est cool alors, mais bon, vous voyez, c'est peut-être un poil bizarre en français, mais c'est pas impossible non plus. En japonais, c'est très utilisé, notamment avec le i, i, kedo, vous le verrez très souvent. Bon bah moi ça me va alors. Vous voyez, en français on pourrait faire bon moi ça me va, mais bon, en mode bon t'es sûr, ça va? C'est un peu plus léger. En français, techniquement, narai, kedo, on le traduirait juste par ah bah si c'est le cas, c'est bien. Ah bah tant mieux. Ah, ça montre qu'elle se sentait un petit peu concernée, elle fait bon. Bah, à ce compte-là, c'est cool alors. Si vous voulez une approche structurée pour apprendre le japonais, vous retrouverez le bootcamp dans la description. Et sachez que des immersions guidées comme on en a fait aujourd'hui, il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Matane!